Bonjour à tous et bienvenue à la Cinémathèque française pour la révélation des lauréats 2022 des prix de la Fondation Ghan pour le cinéma. Ces lauréats, vous allez les découvrir dans quelques minutes. Ils font partie des 106 projets déposés cette année pour des projets de premier long métrage ou de second, parmi lesquels le jury avait la lourde tâche de n'en retenir que 4. Et pour les accros à la calculette, j'ai le plaisir de vous détailler ce chiffre. 70% des projets concernaient des premiers longs métrages, les 30% restants étant de fait pour des seconds. Et j'ajoute que 35% de la totalité des projets étaient portés par des réalisatrices. C'est une part féminine absolument équivalente à celle de l'année dernière. C'est kiff-kiff, mais pas encore assez. Avant de découvrir les lauréats, c'est tout naturellement vers les présidents que je vais me tourner. Le président de la Cinémathèque française et le président d'honneur de la Fondation Ghan, les deux étant réunis en un seul et même homme. C'est formidable et ça tombe bien. Bonjour Costa Gavras. Bonjour. Merci d'être à nouveau fidèle au poste pour, pour la révélation des lauréats de cette année. Alors, il y a quelques semaines à peine, toute la filière s'est réunie sous le nom un peu d'états généraux du cinéma. On sent que tout le monde est très inquiet. Est-ce que vous l'êtes aussi ? Écoutez, non, je suis optimiste. Et quand je vois que le Ghan est toujours avec nous, eh ben, je suis encore plus optimiste, vous voyez. En fait, le cinéma traverse une grande crise à cause du Covid et à cause de la présence des plateformes. Les cinéastes sont réunis, une grande partie des cinéastes sont réunis pour parler de cela, évidemment, comme on le fait chaque fois qu'il y a une crise. Mais je pense qu'il y a des signes de reprise. On verra les résultats que cela va donner. La protection de la création, c'est l'un des enjeux majeurs en ce moment de la filière. Est-ce qu'en ça, vous diriez que la Fondation Ghan est une alliée précieuse ? Pour nous, Cinémathèque, elle est depuis 35 ans maintenant. Vous êtes même notre aide, notre ami depuis 35 ans. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir ici. On peut dire aussi que le fait que vous participez à la production et à la révélation des jeunes pour un premier ou deuxième film, c'est essentiel pour le cinéma. Pas seulement pour l'aide financière que vous leur procurez, mais aussi par le choix que vous faites. Parce qu'automatiquement, ça ouvre d'autres portes. C'est-à-dire que votre comité choisit certains projets, et ces projets trouvent des portes ouvertes un peu partout. Et ça, c'est essentiel. Et puis, il y a l'aide sur le moment, mais un accompagnement aussi vous au avez long ça cours. Aussi. C'est qui est très important, parce qu'une fois un film fait ou un deuxième film fait, on est un peu seul qu'avec sa famille. Tandis qu'avoir un endroit, avoir des amis quelque part qui vous accueillent et qui discutent avec vous et que vous discutez avec eux, c'est essentiel à mon avis pour les cinéastes. Parce que finalement, c'est un métier saisonnier, vous savez. On fait un film et puis on attend pour le deuxième et le troisième. Et entre-temps, on est un peu seul. Alors, avoir Ghan, c'est parfait. Nous le connaissons à la Cinémathèque, donc nous savons la qualité des relations que ça provoque. On parle du cinéma français, mais on oublie parfois à quel point le cinéma français est divers, varié, ouvert sur le monde. La France est aussi une terre d'accueil et d'asile pour des cinéastes étrangers. Mais ça l'a toujours été. C'était un centre et ça continue de l'être. Beaucoup de producteurs produisent des metteurs en scène de différents pays du monde, et je peux dire même que c'est les seuls pays au monde qui ont ce grand nombre de productions et de coproductions qu'il fait. Et c'est essentiel parce que c'est aussi dans la tradition française. Ouais, mon petit doigt me dit qu'on va en avoir la démonstration avec les lauréats cette année. Merci en tout cas Costa. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces lauréats ? Il faut leur souhaiter d'avoir déjà dans leur dossier un troisième film ou un deuxième film pour le premier. Et aussi de continuer de participer avec vous parce que vous êtes très précieux pour eux. Merci infiniment. À l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plaisir. Merci Costa. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir le directeur général de Ghan Assurance et le président de la Fondation Ghan, Monsieur Claude Zawati. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors Claude, avant d'annoncer les lauréats 2022, je vous propose un petit coup d'œil en arrière sur l'année écoulée. Et si on regarde au fond, à gauche, ça pétille, ça éclate avec la traditionnelle cérémonie des Césars. Et oui, une fois de plus, nous avons obtenu un César. C'est le 41e pour la Fondation depuis sa création. Donc c'est une très grande fierté. Le César du film d'animation, donc pour le film de Patrick Imbert, Le Sommet des Dieux. Un film qui a pu profiter de ce César pour continuer sa carrière dans les salles de cinéma. Je crois qu'il a fait près de 250 000 entrées, ce qui est vraiment magnifique, hein. une très très belle performance. C'est un film qu'on a primé en 2018. Et cerise sur le gâteau, le film a fait aussi une sortie exceptionnelle au Japon, ce qui est extrêmement rare pour un film d'animation européen. Et il a
plus de 17 semaines, je crois, de présence sur les écrans. Donc vraiment, on est très fiers de cette réussite. C'est un succès qu'on peut souhaiter à tous les lauréats de l'année dernière, par exemple. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner de ceux de 2021? Alors oui, ceux de 2021, une partie d'entre eux ont été tournés au printemps, 3 d'entre eux. La fille de son père, Vincent doit mourir, et puis également L'émeute. Le 4e, Dalva, lui, poursuit son parcours dans les festivals, donc après bien sûr le Festival de Cannes, où il a été sélectionné et puis primé 2 fois. Il est maintenant nominé, je crois, aux European Film Awards, donc on lui souhaite aussi une belle réussite. Et puis le 5e, le prix spécial du jury, donc le film d'animation, Sol aveugle, femme endormie, lui a été primé au Festival du film d'animation d'Annecy. Donc ça aussi, c'est une très grande fierté pour la Fondation. Vous parliez de Cannes à l'instant, c'est vrai que la Fondation y était particulièrement présente cette année, avec pas moins de 4 films. Donc pour mémoire, c'était Dalva, La Roja, Petit Frère et La Montagne. Alors sachant qu'il n'y a que 5 lauréats sur scénario, 4 sur 5, il est beau. C'est beau score. Presque le grand chelem. On essaiera de faire encore mieux cette année, mais c'est vraiment un très beau score, d'autant plus que ces films ont obtenu 7 récompenses aussi à Cannes. Et donc ça aussi, c'est vraiment un très beau résultat. On sait malheureusement qu'une partie du public n'a pas encore retrouvé le chemin des salles. Mais enfin, néanmoins, les spectateurs sont là et 5 de vos films primés sont sortis cette année. Les meilleurs, Bruno Redal, Rien à foutre, Flea et plus récemment encore 3 nuits par semaine de Florent Gouelou. Globalement, comment ça s'est passé? Oui, la Fondation continue à rayonner, et on voit aussi la diversité des films qui sont sélectionnés par les équipes de la Fondation. Bruno Redal, bien sûr, qui a été acclamé par la critique. Rien à foutre, vous avez cité, qui a fait, je crois, près de 130 000 entrées, ce qui est vraiment une très belle performance pour un premier film, d'autant plus qu'on sait qu'il y a encore près d'un tiers des téléspectateurs qui ne sont pas revenus dans les salles, donc c'est vraiment une très belle réussite. Et puis, vous l'avez cité aussi, le film de Florent Gouelou, qui doit sortir, ou qui est sorti, il vient de sortir, au mois de novembre, 3 nuits par semaine. Donc on lui souhaite aussi un très beau parcours. Et puis un mot peut-être sur la Fondation qui reste très active aussi vis-à-vis de votre entreprise. Oui, c'est extrêmement important pour nous de faire aussi rayonner la Fondation en interne et de faire bénéficier de ce rayonnement l'ensemble de nos collaborateurs, de nos agents généraux et de nos clients. Et donc on a multiplié aussi les initiatives au cours de cette année avec de nombreuses projections physiques ou projections virtuelles, puisqu'on a passé un accord aussi avec la plateforme Univers Ciné pour faire profiter aussi l'ensemble de nos collaborateurs de projections. Et puis bien sûr de nombreuses aussi invitations à la Cinémathèque, dans les expositions Romy Schneider et maintenant Top Secret. Puis on a aussi eu le grand plaisir de retrouver l'ensemble de nos agents et de leurs clients dans nos événements exceptionnels, que ce soit à Cannes ou à Annecy. Bien, merci infiniment Claude. Je crois qu'il est temps maintenant de lever le voile sur les lauréats 2022. Merci. Merci Charlotte. L'aide à la création est attribuée sur scénario et elle s'élève à 53 000 € répartis entre le producteur et le réalisateur et peut être enrichie en apport en industrie. Le jury, quant à lui, est composé de personnalités du cinéma et il est présidé par un parrain ou une marraine. Et cette année, c'est une marraine. Elle aurait pu être patineuse artistique. Elle a chanté, elle a dansé. Mais quand on croise la route de cinéastes tels qu'Olivier Assayas, Michael Haneke, Jacques Rivette ou Catherine Corsini, de metteurs en scène de théâtre tels que Jean-Pierre Vincent, André Engel ou Simon Stone, on se dit que oui, décidément, sa meilleure place est sur les planches et grand écran. Bonjour Nathalie Richard. Bonjour Charlotte. Alors, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas lauréate vous-même de la Fondation Gann, puisque à ce jour, vous n'êtes pas réalisatrice. Tout à fait. Mais vous avez été plusieurs fois associée à des projets qui ont été lauréats. Est-ce que vous vous souvenez de l'aide que ça avait contribué pour les films? Oui, alors les premiers, c'est il y a quand même pas mal de temps. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait le film de Dominique Choisy, Confort moderne, il y avait Catherine Corsini, Les amoureux, tout ça. Donc je vous parle de ça, c'était dans les années 80, 2000 et tout. Donc oui, effectivement, c'était vraiment important. Mais c'est surtout, je dois dire, que
une qualité de reconnaissance, voilà ce que je voudrais dire. Et puis il y a eu aussi dernièrement After Love de Alim Khan, voilà, donc qui a été aussi d'une grande aide puisque le film a été, il est sorti vraiment au moment de la pandémie, donc évidemment ça a causé certains soucis, mais cette aide à la distribution pour Jean-Michel Ray, Réseau Film, effectivement était tombée à pic et puis Alim était très content, comme c'est un film franco-anglais, qui est cette reconnaissance de la part de la France, voilà, et d'avoir un dialogue. Alors, présider le jury, c'est pas une mince affaire. Vous avez accepté immédiatement la proposition? Oui, d'abord pour remercier, et puis je trouve ça toujours intéressant de pouvoir lire des scénarios dans lesquels on ne joue pas. Et le GAN a la particularité aussi de proposer des scénarios qui ne sont pas que français. Alors, vous n'étiez pas toute seule dans cette lourde tâche. Qui était à vos côtés dans le jury cette année? Alors, je vais prendre mes lunettes pour ne pas me tromper. Alors, il y avait Laurette Polmans qui est scénariste, Louis Elio qui est responsable de la programmation cinéma au Centre Wallonie-Bruxelles-Paris, Fernando Ganzo qui est journaliste et rédacteur adjoint au Cahier du cinéma, Marie-Pierre Vallier qui est directrice artistique en charge des acquisitions à Wild Bunch, et Dominique qui est donc délégué général de la Fondation GAN. Et c'était très agréable de pouvoir discuter de tous ces films et de rencontrer les réalisateurs donc, qui étaient en lice. Voilà. Est-ce que vous avez perçu une couleur particulière dans les projets qui vous étaient soumis, peut-être des enjeux communs, des thèmes qui étaient récurrents? Je dirais une couleur non, mais des couleurs, parce que justement, à part un film qui se passe vraiment en France et français, mais il y a ce sont des films on va voir avec l'Inde, avec la Corée, donc ça parle plusieurs langues, peut-être des dialectes, il y a plusieurs territoires, tout ça. Donc une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde, voilà. Après, je dirais pas, ça me gêne toujours une couleur, parce que je pense qu'en fait, il y a toujours des couleurs. Disons que tous ces réalisateurs, en fait, ont proposé de mettre les personnages, donc des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui sont dans des situations d'impasse, mais ce qu'ils offrent à ces personnages, c'est la possibilité, ou en tous les cas l'idée de se dire qu'il y a toujours un possible à dépasser cette impasse et que par la rencontre de l'autre ou des autres, et d'un chemin intérieur, vous amène à pouvoir, même si c'est périlleux, à faire des choix encore dans votre vie, à pouvoir vivre votre vie telle qu'elle correspond à vous-même, dans le monde, par rapport à vous et par rapport aux autres. Voilà. Avec une approche peut-être assez sensorielle dans les projets. Tout à fait. Alors ça, c'est encore une autre chose. Et c'est vrai que là, ils se rejoignent. Enfin, c'est pas que ça se rejoint, c'est qu'il y a des échos. Parce que quand même, je trouvais que la qualité aussi, c'était la singularité de chacun et vraiment un travail sur le style. Donc ça, c'est pas tous les jours quand même. Il y a une attention assez particulière à la perception et ils arrivent à parler en tous les cas de l'être, mais au travers de tous les sens. On est dans des endroits où on sent exactement l'air, le vent, les couleurs sont très importantes, l'observation de l'autre aussi, donc la vue, le toucher, bon, vous verrez dans les films, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose où tous les sens sont ouverts pour tenter, s'ils ne le comprennent pas que par leur tête, au moins ça va les aider. Eh bien, merci. Je crois qu'il est temps, Nathalie, de révéler quel est le premier lauréat de l'aide à la création 2022. Tout à fait. Alors, le lauréat est Koya Kamura et son film s'appelle Voyage à Sokcho. Et nous voilà partis dans une station balnéaire sud-coréenne avec Soo-ha, une jeune fille qui vit là avec sa mère, qui s'obstine à ne rien lui dire de ses origines. C'est l'hiver, la ville est dépeuplée, hormis quelques âmes égarées, dont celle de Kéran, un dessinateur de bande dessinée qui aime visiter ces endroits un peu singuliers. Un voyageur solitaire qui à la fois fascine Soo-ha et va réveiller en elle un questionnement identitaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Koya. Bonjour. Nathalie, qu'est-ce qui a particulièrement séduit le jury dans cet hiver à Sokcho? Alors, c'est la qualité du voyage dans cet hiver, je dirais. Il nous amène à être vraiment attentionnés à cette jeune femme qu'on va suivre tout au long, mais pas que par des petites touches. Enfin, c'est-à-dire que les petites touches vont créer tout un ensemble pour comprendre de comment elle va réussir enfin à non seulement pouvoir être elle-même, c'est-à-dire que même si sa mère ne lui a pas parlé de son père, de ce manque, elle va en faire quelque chose, c'est-à-dire à accepter la complexité, effectivement, sûrement, de deux origines, deux territoires, deux langues, parce qu'elle sait très bien parler le français,
puisqu'elle l'a appris à l'université. Et donc la question qu'il posait avec énormément de tact, et je trouve d'intelligence et de justesse, c'est cette possibilité, cette chance, ça peut être très compliqué, mais et par la rencontre de quelqu'un, donc d'aller vers cet inconnu aussi, eh bien que si on a la chance de pouvoir assumer, découvrir cette pluralité d'existence et d'histoire avec ses manques et devenir la personne que vous devez devenir. Magnifique. Voilà. Koya, votre scénario est adapté du roman d'Elisa Shuya. On a coutume de dire qu'un premier film est souvent autobiographique. Quel écho ce roman a trouvé en vous? C'est vrai qu'à la lecture du roman, moi, je me suis très vite identifié au personnage principal. J'étais assez frappé par ce qu'elle vivait. Moi-même, je suis franco-japonais, pas du tout franco-coréen pour le coup. Mais voilà, j'ai retrouvé des questionnements qu'elle avait. Mais indépendamment du personnage de Suwa, j'ai surtout été frappé au moment où j'ai pu discuter avec l'autrice, donc Elisa Shuya, du Sapin, et où j'ai trouvé que nos parcours de vie étaient assez troublants. Plein de points communs et plein encore une fois, de questionnements qu'on a pu partager, elle et moi, chacun de notre côté, et qui sont pourtant exactement les mêmes. Et donc tout ça m'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout de cette envie de mettre ça en image. Alors il y a un parti pris formel assez étonnant, c'est que certaines séquences seront en animation, réalisées avec Agnès Patron. Pourquoi ce choix ? Ça vient d'un roman d'une part, et je trouve que le personnage de Suwa, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une espèce d'intériorité qui est très forte. Elle a un regard sur le monde qui me fait sourire. Elle a vraiment un regard qui est empreint de cynisme, d'humour, de lucidité, qui me séduit vraiment. Sauf que tout ça, ce sont des choses qui sont très internes, qui sont vraiment de l'ordre de la pensée. Et donc je réfléchissais à un moyen de mettre ça en image d'une certaine manière. Et pour moi, l'animation était une évidence dès le début. Et du coup, je voyais vraiment ces séquences d'animation comme une espèce de petite fenêtre sur l'intime, sur la pensée de Suwa. Alors la question identitaire, elle passe aussi par le corps. Dans votre scénario, il y a plusieurs références à la chirurgie esthétique. Il y a le rapport à la nourriture, au culinaire, puisque Suha cuisine et mange beaucoup. Est-ce que pour vous, agir sur son corps, c'est aussi se révéler à soi-même ? Le film parle effectivement d'identité au sens très large, qui on est en termes de nationalité, qui on est en termes de culture, qui on est en termes physiques aussi, je pense, et de personnalité. Une des caractéristiques de Suwa, c'est aussi de commencer à essayer de définir qui elle est corporellement, physiquement. Il se trouve que ça résonne avec la Corée, dans laquelle la chirurgie esthétique est une pratique qui est très répandue et qui est même une sorte de phénomène de société. Voilà, je pense que la définition de son propre corps, c'est aussi le moyen d'avoir un contrôle sur ce corps, c'est un moyen d'affirmer qui on est, pour le meilleur comme pour le pire. Et tout ça doit se retrouver, j'espère, dans le film final, de la même manière que les séquences d'animation dont vous parliez tout à l'heure vont aussi être une façon de définir le corps via le trait du dessinateur. Donc effectivement, je pense qu'on parle d'identité et de qui on est aussi physiquement. Votre héroïne, elle semble paralysée par à la fois les non-dits familiaux qui la bloquent, par les choix de vie qu'elle doit faire, par cette ville qui ne bouge pas en hiver. Est-ce que votre film tend à révéler, comment je pourrais dire, les forces invisibles qui vont la mettre en mouvement, ce qui va lui permettre de marcher pour avancer ? J'espère. Effectivement, je pense qu'on prend ce personnage au début du film dans un état où elle est complètement bloquée. Et l'arrivée de Kéran, pour moi, est une espèce de déclic qui va vraiment la pousser à questionner un petit peu d'où elle vient, questionner un petit peu ce vide qu'elle a en elle, ne connaissant pas son père biologique. Et donc du coup, la pousser aussi à questionner sa mère et à essayer de répondre à certaines questions. Assumer ses propres choix, faire ses propres choix et assumer ses propres envies, même si ce ne sont pas celles que partage son entourage. Le tournage est prévu pour dans quelques mois à peine. Vous en êtes où sur le casting ? Alors on est très avancé sur le casting. On a un seul rôle français qui est celui de Kéran, donc, qui sera interprété par Roche Dizem. Donc on est ravis, vraiment ravis. On ne pouvait pas espérer mieux, je ne pouvais pas espérer mieux. Et sur tous les rôles coréens, je repars très rapidement en Corée justement pour boucler la plupart des seconds rôles. Et pour le rôle de Suwa aussi, on a 2 dernières candidates sur lesquelles… C'est la finale. Exactement. Et voilà, très enthousiaste en tout cas. Merci beaucoup Koya. Nathalie, je vous invite à lui remettre officiellement donc, ce trophée 2022 bon, voilà. Merci pour beaucoup. Hiver à Sokcho. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour Laurette. Bonjour.
Quel est donc le second ou la seconde lauréate de l'aide à la création? C'est une lauréate, c'est Payal Kapadia, et le projet s'appelle All We Imagine as Light. Et nous voilà partis en Inde avec Prabha et Anu, deux femmes qui, pour des raisons différentes, ne peuvent vivre pleinement leur désir. Soit parce que les règles sociales et politiques l'interdisent, soit parce qu'elles s'autocensurent elles-mêmes, victimes d'années ancestrales de patriarcat. Mais à l'occasion d'un déplacement en province, une forêt tropicale pourrait bien devenir un espace de liberté inattendu. Bonjour. Bonjour. Alors, mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas Payal Kapadia. Non, je suis Thomas Hakim, son producteur. Eh bien, merci de la représenter pour recevoir le prix. Laurette, on sait à quel point la condition des femmes est difficile en Inde, mais au-delà de ce contexte social, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce scénario? Qu'est-ce que vous avez pris pour de la lumière, si je m'en réfère au titre? Le fait que justement, malgré une condition sociale très dure, on n'est pas du tout dans un scénario qui est dans le pathos ou dans la revendication pure et simple, mais dans une peinture extrêmement délicate en fait, des sentiments et des parcours de ces trois femmes, avec aussi une petite touche d'humour, ce qui n'est pas déplaisant, et beaucoup de poésie, ce qui n'est pas désagréable non plus. Thomas, vous êtes le producteur, vous le disiez, avec votre associé Julien Graff au sein de Petit Chaos, et la réalisatrice, vous la connaissez bien puisque vous aviez également produit son premier documentaire, Toute une nuit sans savoir, qui est reparti de la quinzaine des réalisateurs avec l'Œil d'Or en 2021. C'était donc, j'imagine, naturel pour vous de l'accompagner vers le long métrage. Et ça marque aussi pour vous votre première production de long métrage de fiction. Oui, totalement. Même ce qui s'est passé, c'est que ce film-là, on a commencé à le développer avec Payal, du coup, il y a maintenant 3 ans et demi, et qu'on a fait le documentaire qui a pris un peu moins de temps entre les deux. Et du coup, oui, c'est une collaboration qu'on a commencé en fait de manière générale il y a maintenant presque 4 ans et qui se passe très très bien. Bah ouais, vous avez un beau sourire là. Alors le film évoque la quasi-impossibilité pour les femmes indiennes de choisir librement leur partenaire de vie. L'amour est à ce point lié aux religions et aux castes en Inde? Oui. Payal en parle très bien en disant que dans son pays, et d'ailleurs, pour la citer, elle dit que partout dans le monde, mais particulièrement en Inde, l'amour est politique. Et c'est vrai que aimer qui on veut, c'est pas donné comme par exemple en France où on va dire qu'il y a moins de difficultés. Alors, et pour autant, ce scénario nous montre que les blocages peuvent venir donc, de l'extérieur, mais aussi d'elles-mêmes, parce qu'elles ont intériorisé ces interdits-là. Oui. Particulièrement le personnage de Prabha, qui en fait est d'une génération un tout petit peu au-dessus. Elle a vécu plus longtemps ces blocages, en tout cas elle les a totalement intériorisés et elle s'interdit beaucoup plus que sa jeune colocatrice, qui elle se donne un peu plus de liberté et veut vivre son amour qui est pourtant banni par la société librement et qui en tout cas se donne les moyens pour le faire. Alors formellement, le projet de Payal n'est pas à proprement parler un drame social, réaliste. Il me semble qu'elle tend vers un temps un peu suspendu et à brouiller la frontière entre réalité et imaginaire. Effectivement, ça fait vraiment partie de son univers. Il y a toute une écriture sonore qui accompagne en fait l'intériorité des personnages. Elle le retranscrit par notamment le travail au son. Et Payal aussi utilise beaucoup des dessins qu'elle vient mêler en fait à sa narration, qu'elle vient mêler au plan, souvent des dessins en 2D qui vont peut-être un tout petit peu s'animer, et ça lui permet aussi en fait de transcrire au spectateur un état intérieur des personnages par ce biais. Et les personnages, est-ce que sur le casting elle est arrêtée? Je crois savoir que ça va être un mélange d'acteurs professionnels et d'amateurs. Alors le casting est encore en cours, et en effet ça va être un mélange. Peut-être pour le personnage d'Anu, il y a plusieurs choix entre des actrices de théâtre ou peut-être une non professionnelle dont ce serait le premier rôle. Le rôle s'y prête particulièrement. Et en effet, il y aura aussi donc, des acteurs plus confirmés. Et pour les seconds rôles aussi, notamment toutes les infirmières dans l'hôpital, l'idée ce serait de caster des vraies infirmières. Ouais. Vous envisagez de tourner quand? C'est pour bientôt? Alors oui, c'est pour l'année prochaine. Donc le tournage va se dérouler en 2 parties. Puisque le film, du coup, se passe pendant 2 saisons différentes. Donc il y a la saison de la mousson, qui est la partie urbaine, citadine du film, et ensuite l'embellie, on pourrait dire, plus dans la nature. Oui.
Bon courage, bon tournage. Laurette, je vous invite à lui remettre officiellement ce prix. Donc pour Payal, on compte sur vous Oui. pour lui transmettre ce magnifique trophée Je transmettrai. de l'aide à la création. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Fernando. Bonjour, Alors quel est le 3e lauréat de l'aide à la création 2022? c'est Les fantômes de Jonathan Millet. Et ces fantômes sont ceux d'Hamid, un trentenaire qui vit à Strasbourg et qui fait partie d'une cellule secrète de citoyens syriens qui traquent des criminels de guerre. Et sur une simple intuition, Hamid va se mettre à suivre un homme persuadé qu'il reconnaît en lui son propre bourreau alors même qu'il n'a jamais vu son visage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Fernando, une traque, des espions, la vengeance et la justice, autant d'éléments qui ont tenu le jury en haleine? Absolument, et surtout il y a des éléments très forts d'un point de vue moral, d'un point de vue humain, éthique, mais même social, politique dans ces films, et réunissent d'une façon très forte grâce au cadre du film de genre, du récit d'espionnage, et qui nous permettent aussi en quelque sorte d'avoir un regard nouveau sur la situation du monde dans lequel on habite. Ça ne va pas avec une grande éloquence, c'est un film qui a très bien compris, on trouve, son échelle dramatique. Alors Jonathan, c'est votre premier long métrage de fiction, mais vous avez signé déjà des documentaires. Vous connaissez très bien la Syrie pour y avoir vécu. Et vous avez aussi longtemps été immergé dans un centre de soins pour des victimes de guerre et de torture. Vous aviez à l'époque le projet d'un documentaire auquel vous avez renoncé au profit de ce film. En quoi la fiction était pour vous un meilleur médium sur ce sujet? C'est pour ouvrir le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis beaucoup documenté. J'ai voulu connaître ce sujet de long en large. Je travaille sur l'exil depuis quelques temps et j'avais envie d'ouvrir, c'est-à-dire de proposer un autre point de vue, une autre perspective, et puis de faire de ces personnages d'exilés, des vrais héros de cinéma. Parce que dans le fond, la puissance des récits que j'ai pu entendre, parfois, elle a ses limites et j'aurais envie que les outils de la fiction permettent de pouvoir raconter au mieux, au plus près, ce qu'ils ont vécu. C'est un scénario qui est extrêmement documenté. Vous le disiez, Fernando, cette cellule Yacaza, par exemple, a véritablement existé. Quelle est la part de réel et de fiction dans votre récit? Ce qui est vrai, c'est l'existence de cette cellule. Et dans le fond, ce que moi j'ai réécrit, ce sont les humains. Les personnages viennent de mon imagination, mais les enjeux qu'ils traversent, ce à quoi ils sont confrontés, l'idée de devoir chercher leur bourreau à travers toute l'Europe, l'idée de ne pas savoir à quoi ils ressemblent et de n'avoir que leur sens pour le trouver, l'écoute, l'odeur, et donc de se plonger dans un vrai film de cinéma qui travaille sur le sensoriel, c'était déjà la promesse de cet extraordinaire récit qui est donc tout récent, qui s'est passé il y a 3 ans. Vous parliez des sens et je crois que vous avez une attention particulière sur le son, le toucher. Les sens, c'est ce qui nous reste quand les traumatismes sont indicibles? Oui, d'une certaine manière. Après, c'est surtout c'est du coup une exploration de l'intime. Je voudrais surtout pas faire un film théorique, académique, qui donne raison à certains et non à d'autres. Je voudrais que le film soit vécu, que ce soit une histoire de ressenti. Donc c'est une traque, je voudrais faire un film haletant et en tension, mais c'est d'abord un film sur le doute et sur la question dont le personnage a pu être traumatisé ou non et sa capacité à ne pas pouvoir reconnaître son propre bourreau. La traque des criminels de guerre et même la confrontation d'un bourreau et de sa victime, c'est presque un genre en soi de cinéma. Il y a déjà beaucoup de films sur ce sujet. Est-ce que vous aviez des influences, des références en tête à l'écriture? Il y a beaucoup de films qui me fascinent sur cette question de l'observation, du chat et de la souris, disons. Et moi, je savais que j'avais envie de faire un film où les deux protagonistes ne se rencontrent quasiment jamais. Et où, dans le fond, ce qui se joue, c'est plutôt le bouillonnement intérieur du personnage qui observe. Et ça convoque pour moi beaucoup de thématiques de cinéma, de l'observation, du point de vue, et qui nous ramène encore au sens, que je n'ai pas trouvé dans les références qui me touchent, qui relèvent plutôt de la traque, de la confrontation ou de l'interaction avec l'autre. Sur le casting, vous en êtes où? On a notre comédien principal, donc ça a été 6-7 mois de casting à travers tous les pays arabophones pour trouver ce comédien qui s'appelle Adam Bessa et qui effectivement, j'arrive à lire sur son visage tous les bouillonnements intérieurs que j'ai essayé d'écrire au fil des différentes versions du scénario. Et je sens que lui arrive à incarner tous les enjeux que je veux faire poser. Le tournage est prévu pour quand? Juin 2023.
Bon, vous avez un peu de temps encore pour le reste du casting. Ouh, il est temps que j'y retourne. Ouais, il faut y aller. Bah, je vais vous libérer justement. Fernando, je vous invite à lui remettre officiellement ce prix qui n'est pas du tout fantomatique. Hein, vous pouvez y aller. Jonathan. Merci bien. Merci à vous, messieurs. Merci. Bonjour Louis. Bonjour Charlotte. Il est donc temps de révéler le dernier lauréat de cette année. La baleine de Silver Petit. Alors qu'une tempête vient de ravager toutes les récoltes, Corbach, un vigneron misanthrope et solitaire, sort de sa torpeur par la découverte d'une baleine échouée sur la plage. Il n'a alors qu'une idée en tête, sauver le squelette du cétacé, ce qu'il va faire avec les moyens du bord, un tracteur et 3 couteaux, aux grandes dames de sa fille et des villageois. Bonjour Silver. Bonjour. Alors Louis, on connaît tous la chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. J'en déduis que cette baleine vous a pris, vous et tout le jury. Elle nous a emportés. Un western écologique, un scénario qui propose un nouveau rapport au temps, à l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ça interroge l'humanité. Effectivement, ce Corbach fissure les certitudes de cette communauté de vignerons du sud de la France. Et on attend avec délectation que Silver puisse aller au bout de ses rêves et du scénario, parce qu'on a hâte de découvrir cette façon de réinventer le rapport humain et une sorte de nouvelle cosmogonie. Silver, aussi fou que ça puisse paraître, c'est un récit que vous avez librement adapté d'une histoire vraie. Eh bien oui, c'est fou, parce que c'est une histoire qui s'est passée, l'histoire dont on s'inspire, en 1989, dans le sud de la France, après une tempête. Il y a une baleine de 20 mètres et de 40 tonnes qui s'est retrouvée échouée sur une plage, qui est une plage dans le sud de la France, au bord de Port-la-Nouvelle. Et il y a un couple de vignerons, Jean-Louis et Patricia Fabre, qui sont partis avec la benne à vendange, le tracteur, 3 couteaux de cuisine et un hachoir. Et ils sont allés découper pendant 7 jours cette baleine pour la ramener au mas, avec le projet d'en reconstituer le squelette. J'ai découvert cette histoire, je suis allé les rencontrer. Quand qu'on découvre ce squelette, on a l'impression un petit peu de rencontrer un mythe comme Moby Dick, comme Jonas ou comme Pinocchio. Et c'est là que je me suis dit, ah, il y a peut-être une histoire à raconter. Et pourquoi vous avez décidé de garder la temporalité des années 80 ? Alors les années 80, c'est une question qu'on nous pose souvent. À la fois, c'est parce que, en effet, ça fait écho à mon enfance. Moi, je suis né dans les années 80. C'est aussi parce que l'histoire ne pourrait pas se repasser aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a eu 1996 avec la Convention de Washington sur la protection des cétacés, qui fait qu'ils étaient dans un vide juridique où ils ne savaient pas trop quoi faire encore de gens un peu fous qui allaient récupérer une baleine sur une plage. Mais surtout, la raison principale, c'est que plonger dans les années 80, c'est une manière aussi de prendre du recul pour interroger notre rapport au vivant aujourd'hui. Parce que les années 80, il faut se souvenir que c'est la grande apothéose du consumérisme, de l'idée du progrès, de l'agriculture intensive, et d'aller dans les années 80 où en fait on a ces sources un petit peu entre guillemets du mal de notre rapport au vivant. C'est fort, ça nous permet de monter en fiction quelque part, de partir en fiction. Louis parlait d'un western écologique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Le cinéma du western en fait est en train de questionner, construire des mythes sur la fabrication d'une société et la fabrication d'une société sur un génocide. Et moi, j'aime bien tirer un petit peu ce propos-là et le pousser sur la question de l'écocide. C'est-à-dire qu'en réalité, nous aussi, nos sociétés occidentales sont construites sur des territoires et sur un espace où on pense que nous sommes les seuls. Et donc, je trouvais que cette dialectique qu'on a dans le western, de la retrouver sur un sujet contemporain, qui est donc la disparition du vivant, les chamboulements qu'on connaît systémiques, c'est une manière de réinventer peut-être, en tout cas, de jouer avec les codes du western. L'un des gros enjeux du tournage, ça va être la baleine, puisqu'il n'est pas question pour vous ni de maquettes ni d'effets spéciaux. Non. Vous attendez un véritable cadavre de baleine échoué. Comment on organise un truc pareil ? Alors, ça ne s'organise pas d'ailleurs. Vous l'attendez ? Ça s'organise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux. On doit en effet attendre, c'est-à-dire qu'on doit, nous,
être à l'écoute quelque part du vivant, ce qui est en fait assez rare dans le cinéma où on a une tendance à un petit peu tout imposer au réel. Là, c'est vrai que nous, on doit se mettre en position d'écoute du réel et d'attendre qu'une baleine s'échoue quelque part. On a déjà décidé aujourd'hui d'une plage, on sait où on va tourner, qui se situe dans le Gard, dans le sud de la France, et on va déplacer une baleine qui se sera échouée pour l'amener sur cette plage-là. Et cette chose-là est possible uniquement parce qu'on travaille en partenariat avec le Centre national des échouages de cétacés, Pélagis, avec le Muséum d'histoire naturelle à la fois de La Rochelle et de Paris. Donc il y a des scientifiques qui derrière accompagnent le projet, mais aussi avec les administrations, puisqu'on doit avoir les accords du préfet, les accords du département, de la région, etc., pour pouvoir déplacer cette baleine. Et puis une production qui est un petit peu folle et inconsciente pour nous accompagner. Alors, c'est Sergi Lopez qui jouera Corbac. J'imagine que dans la vie d'un comédien, se dire « Ouais, découper une baleine, j'en ai rêvé toute ma vie ». Je crois qu'il est très investi dans le projet à vos côtés. Très investi. Sergi Lopez, c'est un immense acteur. Et je suis en train de découvrir petit à petit que c'est un être exceptionnel, humainement. Nous, on s'est rencontrés, au bout de 10 minutes, on discutait du scénario, c'était en plein été, au mois d'août, en Catalogne. Et le début du film démarre par une tempête, et au bout de 10 minutes, on avait un orage qui nous tombait dessus. Et là, on se dit, hasard. Où sont les caméras? Et on s'est retrouvé à faire une séance photo sous la grêle avec Sergi Lopez au bout de 10 minutes qu'on s'était rencontrés. Et lui s'est transformé en Corbac, qui est un personnage très antipathique. Mais du coup, en fait, on pense qu'avec Sergi, il y a quelque chose qui va se passer, une grande rencontre. Alors, maintenant qu'il a répondu à cette petite annonce « Cherche acteur pour découper une baleine », il y a sa fille aussi, je crois que vous l'avez trouvée. Oui, alors ça c'est beaucoup plus récent. Et on a la grande chance d'avoir Isia Higelin, qui rejoint le casting pour jouer le rôle de Mathilde, qui est sa fille et qui se retrouve être un personnage écartelé comme ça entre son père, qui est un père mutique, misanthrope, crado, qui a tout abandonné dans sa vie, et de l'autre côté un monde de villageois qui ont aussi des gueules pas mal patibulaires, qui vivent dans un monde de vignes. Tout le monde va se tourner vers Mathilde pour dire « il faudrait l'arrêter lui, hein. Ton père là, il fallait lui parler ». Merci beaucoup Sylvain. Louis, je vous invite à remettre ce prix qui est plus léger qu'une baleine. Ça tombe bien, hyper fastoche. Là, c'est fastoche. Voilà. Et donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci beaucoup. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Alors, vous êtes la déléguée générale de la Fondation Gane et à ce titre, il vous revient le plaisir de nous annoncer le prix spécial qui est un prix accordé en complément de ceux donnés par le jury. Oui, tout à fait. Mais alors, tout d'abord, je dois dire que moi, je suis très heureuse que nous soyons réunis à nouveau pour l'annonce de ce prix qui est un privilège que la Fondation a de récompenser chaque année un projet atypique et ambitieux en matière de création qui ouvre à d'autres formes de cinéma. Et cette année, notre choix s'est porté sur le projet Planète de Momoko Seto. Planète, c'est l'épopée de Dandelion, Baraban, Léonto et Taraxa qui, après avoir survécu à la destruction de la Terre, vont chercher dans le cosmos un sol propice à la survie de leur espèce. Jusqu'ici, tout va bien, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ces 4 petits héros sont en fait des akènes de pissenlit. Vous savez, ces petits plumets qui s'envolent gracieusement quand on leur souffle dessus. Il s'agit donc d'un film d'action et de survie avec des plantes. Bonjour Momoko. Bonjour Charlotte. Bonjour Dominique. Dominique, on parle d'un prix spécial. Là, c'est cohérent. Je crois que le film va l'être tout autant. Oui, tout à fait. C'est un projet très étonnant, mais ce sera du jamais vu. Vous créez des mondes surnaturels microscopiques dans des serres. Momoko donc fait pousser des centaines de pissenlits, des plantes grasses, fait pourrir des fraises et va filmer tous ces éléments en accéléré au moyen d'une technologie de pointe, d'optique spécialement conçue. Donc tout cela en mouvement, en pleine transformation. Et avec le moyen de l'animation, vous introduisez en 3D les petits héros, les fameux akènes, dont les mouvements vont s'inspirer de mouvements de danseurs et les expressions orales de sons humains. Cette chorégraphie interespèce va nous faire vraiment prendre conscience de la richesse du vivant, sa fragilité, mais aussi sa capacité à se régénérer en terrain propice. Alors, bref, en 2 mots, je dirais que Momoko Seto nous invite urgemment à prendre soin de la Terre.
Momoko, comment est née cette idée assez folle d'imaginer des akènes de pissenlit comme des petits héros de fiction? Alors l'idée est venue quand j'étais en train de me promener dans un parc. Donc j'ai vu cette boule de pissenlit pleine d'akènes où on souffle naturellement. Et là, au lieu de souffler, je l'ai pris et je l'ai mis sur le ciel. Et j'ai un peu observé ce qui se passait. Et en fait, là, je me suis rendu compte que les akènes, donc ces graines de pissenlit, ces plumettes, elles avaient des tiges qui formaient vraiment comme un vaisseau spatial très futuriste. Pourtant, c'est quelque chose de très banal. Et j'imaginais tout d'un coup si ça volait dans l'espace. Voilà, comme en plus c'est une boule, on peut imaginer que ça se détache comme ça vole. Et après, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient faire des voyages. Et je me dis, mais en fait, les graines, c'est la forme la plus mobile dans une plante, puisqu'une fois que la graine est plantée, la plante ne bouge plus. Enfin, elle bouge un peu, mais pas beaucoup. Et si on veut faire un film d'action ou d'aventure ou de découverte, en fait, la graine, c'est presque la seule solution de faire des personnages. Alors concrètement, pour que l'on comprenne bien, seuls les akènes de pissenlit seront réalisés en 3D et ils seront incrustés dans des décors de prise de vue réelle tournés en macro. C'est ça. On a pris énormément de photos des graines de pissenlit pour que la réalisation 3D soit au plus proche du réalisme. Il n'y aura pas de yeux, il n'y aura pas de nez, il n'y aura pas de bouche. C'est juste pour les mouvements qu'on voulait faire en 3D, puisqu'en prise de vue réelle, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a des moments où on va mélanger avec des vrais akènes de pissenlit qu'on a filmés en slow motion. Donc ça sera mélangé et quand il y a des jeux, voilà, ça sera en 3D. Et alors, ils communiquent comment? C'est quoi la langue des akènes? Ils parlent l'akénois? Alors, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de bouche, mais il y aura tout un travail de son qu'on va faire. Il y a un artiste sonore qui s'appelle Nicolas Becker qui va travailler tout le bruitage, tout le design sonore. Quentin Sirjac, le musicien, qui va travailler avec lui en binôme, mais très proche. Et ils vont vraiment composer le son, je dis bien composer le son par image. C'est-à-dire, parfois, on va mettre que du bruitage, puisqu'il faut faire vivre aussi toutes ces plantes qu'on a accélérées. Ils n'ont pas de son, donc il faut créer un son. Donc il y a vraiment toute une imaginaire sonore qu'on doit créer. Et à partir de ça, le son va devenir ambiant, va devenir parfois rythme, va devenir musique, va devenir silence, va redonner la place au bruit. Et voilà, tout ça va être vraiment travaillé à l'image. Et combien de temps dure le tournage d'un film aussi atypique? Alors le tournage, ça dure presque 2 ans. Presque 1 mois de tournage en Islande, sur les glaciers. On a 9 mois de tournage en France, en Bourgogne, au château de Rambuteau. C'est l'endroit où on a trouvé, puisqu'il y a une verrière, il y a une serre, il y a une orangerie. Après, on part 2 mois et demi au Japon, sur une île pacifique, pour filmer une mousse, quelques insectes et des calamars fluorescents. Et après, on va aller aussi en Bretagne, accueilli par un centre de CNRS à Roscoff pour filmer les anémones de mer. Et puis 3 semaines au Brésil pour filmer un insecte qui est complètement folle, qui est dans l'Amazonie. C'est le tour du monde. D'ailleurs, vous-même, Momoko, vous êtes née au Japon et vous êtes devenue française d'adoption. Est-ce qu'au-delà de la prouesse technique du film et de son message écologique, bien sûr, on peut y voir aussi un écho personnel sur le fait de trouver une terre d'asile ou pourquoi pas un enracinement quelque part? Oui, bien sûr. Je me suis... bien sûr, c'est une allégorie, mais en même temps, je pense qu'on cherche tous un chez-soi, un endroit où on peut s'enraciner. Au Japon, on utilise vraiment ce mot pour dire qu'on s'installe, et vraiment on utilise cette métaphore de plante. Et je pense que quelque part, ça parle un peu à tout le monde de dire, voilà, c'est où notre chez-nous en fait? Comment ça se détermine? Donc un film universel et tout public, bien sûr. J'imagine que le film sera accompagné d'un travail de sensibilisation à destination des plus jeunes notamment. Oui, c'est très important pour moi. J'ai toujours dit que je voudrais bien que voilà, ma fille qui a 5 ans peut le voir. Qu'à la fois il y a l'histoire, mais il y a aussi les images inédites, comment les plantes poussent. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller loin, même si je vais au Brésil, mais on n'a pas besoin d'aller loin finalement pour s'émerveiller des choses naturelles. Et une dernière question, est-ce que vous avez déjà une idée de quand le film sera terminé? Alors on a encore presque 1 an de tournage, une grosse année de post-production et 6 mois de son. Du coup, encore un tout petit peu. Allez, on attend jusqu'à 2024-2025. Allez. À la louche. Merci Momoko et bravo pour ce prix très spécial. Je vous invite à faire une petite photo avec Dominique. Merci.
Dominique, je vais vous garder un instant avec moi encore parce que je vais profiter de votre présence pour revenir sur les prix de l'aide à la diffusion que vous remettez lors de festivals. Il s'agit de fait de films qui sont déjà terminés mais que vous accompagnez lors de leur sortie en salle. Oui, alors ces 2 prix, tout à fait, nous en décernons un à la Semaine de la Critique à Cannes et puis le second au Festival international du film d'animation d'Annecy. Ces 2 prix, ce sont des coups de pouce qui sont attribués aux distributeurs des films primés pour les aider à trouver leur public en salle. Alors on va démarrer avec le premier chronologiquement qui était décerné à la Semaine de la Critique à Cannes cette année. Alors cette année, notre choix s'est porté sur l'étrange histoire du coupeur de bois, du poète, scénariste et réalisateur finlandais Mikko Millilahti. Alors là, voilà un titre intriguant. Le film l'est aussi, c'est l'histoire de Pépé, qui est employé dans une scierie dans le nord de la Finlande. En 2 jours, il essuie un nombre de tuiles invraisemblables. Tout lui glisse comme sur les plumes d'un canard. L'esprit de contestation connaît pas. Pépé est un optimiste indécrottable, comme vous, Dominique. J'essaie. En tout cas, maintenant, si j'ai des doutes, je pourrais revoir le film. Absolument. Alors, l'étrange histoire du coupeur de bois, c'est un film déroutant, entre rêve et réalité, avec une galerie de personnages extrêmement pittoresques, à l'humour désespéré. Ce film, c'est une fable philosophique burlesque qui exalte l'optimisme comme moyen de survie, mais jusqu'à l'absurde, énigmatique, déconcertante. C'est vraiment une expérience filmique. Avec une folie douce. Voilà, je souris parce que j'ai vu le film aussi et je suis d'accord avec vous. Ouais. Voilà, on est bercé par une douce folie et on se dit c'est vraiment un pas de côté cinématographique d'une incroyable audace. Alors quand le film va sortir sur les écrans ? Alors ce film est attendu pour le 4 janvier, c'est demain. C'est demain. Et c'est Urban Distribution que nous allons accompagner avec joie. Ouais. Et alors le second prix de l'aide à la diffusion a lui été décerné au Festival du film d'animation d'Annecy. Oui, alors là il s'agit du film de Alain Huguetto, Interdit aux chiens et aux Italiens. Alors là encore, le titre est assez prometteur. Le film démarre dans le nord de l'Italie au début du 19e siècle. Les conditions de vie y sont très difficiles et la famille du réalisateur décide d'immigrer en France. Et c'est ce périple que le film raconte en stop motion avec une inventivité formelle assez incroyable. Le film rend hommage aux migrants italiens en général, à sa grand-mère en particulier, avec la douce voix d'Ariane Ascaride. Oui, alors Charlotte, c'est un film personnel avant tout, mais c'est aussi une histoire d'exil qui s'adresse à tous et qui est traitée au moyen de l'animation en volume avec alors du carton, de la pâte à modeler, de la farine, du sucre, des légumes. Des petits brocolis. Des petits brocolis. On accède à l'intime et à l'universel. Au-delà de l'histoire de ses grands-parents piémontais, c'est aussi un hommage que rend Alain Huguetto à ces générations précédentes qui ont affronté les grands événements du XXe siècle et qui ont dû faire face au racisme, au mépris, comme en témoignaient les écriteaux interdits aux chiens et aux Italiens qui étaient accrochés à l'entrée de cafés français. Alors, cette œuvre, d'une apparente innocence et simplicité, est en fait une œuvre poignante, poétique et une œuvre politique qui vraiment reste en nous. Alors, outre ce prix d'aide à la diffusion remis par la Fondation Gann, le film a également reçu le prix du jury au Festival d'Annecy et il est nominé aussi en meilleur film d'animation aux European Film Awards. On croise les doigts. Beau parcours. Oui, ah ben oui. Quand est-ce qu'il sortira le film en France ? Celui-ci est attendu fin janvier, le 25 janvier. Ces 2 films montrent, et j'espère vont faire démentir les Cassandres qui disent que dans les salles, il n'y a plus que des films interchangeables. Moi, je donne rendez-vous en salle en janvier. Merci beaucoup Dominique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour 2023 ? Vous, c'est la Fondation. Oui, et je dirais même l'industrie parce que justement, c'est que le public renoue avec le plaisir de la salle, vraiment. Et de l'expérience collective. De l'expérience collective. Et avec la Fondation, le premier trimestre sera très palpitant. On n'a pas moins de 8 sorties qui s'annoncent. Merci Dominique. Merci Charlotte.